Bonjour Victor Salut Florian. et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne, mais c'est un épisode spécial aujourd'hui parce qu'on va parler d'un oiseau en particulier. Comment ça va mon cher Victor? Bah écoute, ça va très très bien. Chaud, Esquivé de hein, peu en ce une moment. tempête Ouais, effectivement, c'est vrai qui que était prévue. c'était assez terrible tout ça. Comment tu vas? Bah ça va bien, ça va bien. Ça va très Alors, très bien. apparemment, tu es parti rencontrer l'oiseau que nous allons évoquer dans cet épisode, parce que oui, aujourd'hui c'est un épisode spécial. On va parler que d'un seul oiseau. Alors, on va pas parler d'un oiseau extrêmement, on va dire, connu, extrêmement commun non plus. On va parler du cincle plongeur, l'oiseau que vous connaissez peut-être en train de courir justement le long des cours d'eau et des rivières à la recherche de nourriture. Comment c'était cette rencontre avec le cincle plongeur, mon bon monsieur? Bon, c'était très très bien. Un stage aquatique dans le cadre de mon master où on est allé un petit peu à la frontière entre la Belgique et la France. Et Mhm. moi et mon groupe, on s'est intéressé aux différents paramètres biotiques et abiotiques du cincle plongeur qui concernent l'environnement et les autres espèces qu'il côtoie dans son environnement au final. Et du coup, Et donc c'était très sympa. vous avez appris quoi sur notre ami? Ben, ma foi, une semaine c'est assez court pour récupérer des données, donc les mesures qu'on a faites en Tu tout cas m'étonnes. étaient assez peu significatives. En plus de ça, sur le tronçon de rivière qu'on a utilisé, il y avait une zone à pollution qui était polluée au phosphore, où on trouvait des doses qui étaient bien plus grandes que ce qui était normal, donc ça a probablement pollué l'étude aussi, entre guillemets. Encore une Mais étude sur l'acidité de l'eau et le cincle plongeur à faire. non, on a même pas fait. Est-ce qu'on a fait le pH? Je crois même Vous pas avez qu'on pas ait fait fait de le pH, pH, non. pourtant. Non, on a fait vitesse de l'eau, on a fait des indices de richesse biologique en fonction des larves de macroinvertébrés qu'on trouvait. On avait fait le Dont l'oiseau se phosphore, nourrit beaucoup d'ailleurs. exactement. Et Mm. on a pu compter des larves et voir les espèces de larves dont il se nourrit beaucoup, trichoptères, plécoptères, éphéméroptères, Ouais, des ce genre de odonates petits animaux. aussi, donc des libellules, des crevettes aussi qui peuvent être prises par l'oiseau, des alevins de saumon aussi. J'ai été assez surpris lorsque j'ai lu ça, parce que je pensais que c'était un oiseau qui était exclusivement insectivore au départ. Mais Et il me semble qu'au départ c'est le cas, mais qu'il se nourrit de ce genre de proie oui, oui, quand il y a moins de choix, il se nourrit de me mollusques semble-t-il. aussi, il se nourrit de crevettes, il se nourrit et comment dire, sa consommation de poissons devient plus importante en hiver, justement, parce que justement il y a énormément de restrictions vis-à-vis des insectes, hein. Restrictions qu'il y aura peut-être un petit peu moins au fur et à mesure du temps, avec vous savez quoi, le réchauffement climatique. Évidemment. Et j'ai appris que c'est un oiseau qui mangeait quasiment tout son poids par jour. C'est- Ah C'est-à-dire oui, que quand même. le cincle fait à peu près... bon, ça varie évidemment entre 50 et 80 grammes. Le cincle engloutit généralement par jour 80 grammes de nourriture. Tu te Ah oui, rends compte? C'est c'est quand même pas mal. absolument incroyable, hein. C'est absolument incroyable. Donc voilà, C'est absolument énorme. régime particulier. Donc cincle fait à peu près de 45, enfin de 50 à 80 grammes. Et sa taille, c'est du 17-20 cm, donc c'est un, quoi, la taille d'un merle, quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. Ben on le surnomme le merle d'eau d'ailleurs. Absolument, il Donc est surnommé le merle d'eau, effectivement.
Donc ça fait tout à fait sens. Est-ce que tu savais qu'il y en avait plusieurs des cincles à travers le monde? Ouais, tout à fait. Va y avoir le cincle de Pallas aussi, si je me trompe pas. Yes, absolument. Le cincle d'Amérique. Ouais. Et je crois qu'avec notre cincle à nous, c'est les 3 seules espèces que je connais. Ah, je suis au regret de t'annoncer que tu as tort. Il y en a 2 autres qui se situent en Amérique du Sud. Je vais y arriver. Le cincle à tête blanche et le cincle à gorge rouge, à gorge rousse, pardon, lui ressemble un peu au rouge-gorge. Dans sa physionomie, avec ce petit poitrail orange, assez court d'ailleurs, poitrail orange. 2 oiseaux qu'on retrouve donc en Amérique du Sud. L'un sur une partie entre l'équateur, la Colombie, le Chili et puis un petit peu la Bolivie. Et pour l'autre, ça va être, je crois, Uruguay ou Paraguay, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, vraiment féodé à des zones précises. Et donc, tu as parlé du cincle de Pallas, effectivement, qui lui se trouve dans la zone, comment dire, asiatique. Donc, il va de l'Asie du Nord-Est, qui va remonter jusqu'à la Sibérie, Sibérie Est. On va le trouver au Japon, on va le trouver aussi dans la ceinture des montagnes rocheuses du Népal. Et d'ailleurs, il va faire tout le tour du Népal, sans jamais pourtant rentrer dans la région de la Chine, quoi. Donc, ni d'ailleurs en Inde, ce qui est assez intéressant. Donc voilà un petit peu l'aire de répartition et les différentes espèces de cincles qu'on peut trouver. Et d'ailleurs, notre cincle à nous a une aire qui s'étend jusqu'à croiser celle du cincle de Pallas, apparemment. Je sais pas s'il y a eu des cas d'hybridation. Alors je sais pas du tout s'il y a eu des d'hybridation. Je sais pas s'il y a eu des cas d'hybridation, mais j'avais regardé un petit peu la carte de répartition du cincle plongeur, et j'avais eu la surprise de voir qu'il s'arrêtait à l'Oural. Alors en fait, qui suivait en fait les montagnes de l'Oural. Et ensuite, tu le retrouvais effectivement à juxtaposer la présence du cincle de Pallas dans tout ce qui va être Pakistan et même Turquie d'ailleurs, puisque je crois que le cincle de Pallas, tu peux aussi le trouver en Turquie. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais ouais, il y a peut-être eu des hybridations qui se font. Quoique je dis ça, mais je crois qu'il y a 3 sous-espèces de cincle plongeur, si je dis pas de bêtises. De cincle plongeur, il me semble qu'il y en a 16. 16 ? Ah ouais, alors je suis un petit peu en retard visiblement. Alors attends, je vais te redire ça. Je vais vérifier, t'inquiète. Mais ouais, je serais peut-être autant en retard que ça au niveau des cincles. Il y a 13 plus de 20 sous-espèces décrites. Moi j'en ai 13 sont reconnues. Moi j'en ai 13 qui sont reconnues. Ouais, la nôtre c'est Cinclus, voilà à peu près. On a Aquaticus aussi, qui elle se trouve dans l'est de la France. D'ailleurs, on reviendra sur la carte de répartition dans quelques instants du cincle plongeur. Mais ouais, il y a pas mal de petites sous-espèces de cincle. Et donc cincle, justement, qui a, je savais pas, mais qu'on trouve beaucoup dans l'est de la France, qu'on trouve aussi beaucoup dans le Massif central, qu'on trouve dans les Pyrénées, très inféodé aux Pyrénées, et quasiment pas dans l'ouest de la France. Il y a bien quelques signalements qui sont faits, mais tout ce qui va être Bretagne, Charente-Maritime, Pays de la Loire, même en remontant vers le Nord-Pas-de-Calais ou autre, quasiment aucun signe de présence du cincle plongeur, quoi. J'étais assez surpris quand j'ai vu ça. C'est vrai que c'est étonnant, mais il me semble qu'il y avait des cas d'installation de certains cincles en Bretagne. J'arrive plus à me souvenir d'où est-ce que j'avais vu ça. Mais je sais plus si c'était ou s'il y avait à l'époque une petite population qui s'est fait extirper et qui est en train de reprendre du terrain là-dedans. Mais j'avais vu un peu de littérature sur des cours d'eau très oxygénés qui est totalement l'habitat du cincle et qui étaient parfois repeuplés. Je sais pas si c'est pérenne, bien à l'est de la Bretagne. Bah, j'ai quelques signalements moi de mon côté parce que j'ai consulté les archives de Faune France sur les 6 dernières années,
et voire même plus, puisque j'ai commencé le comptage en 2014. Et effectivement, j'ai quelques cas qui sont signalés en Bretagne, mais je sais pas si ce sont des cas concrets, puisqu'ils sont marqués différemment. Et je t'avoue que j'ai pas eu le temps de savoir si c'était des marquages, on va dire, non confirmés, ou si c'était au contraire des marquages qui étaient confirmés de l'oiseau, quoi. Et ça, après, je crois que sur les sites faune, c'est compliqué à dire. Je sais plus s'il y a une note qui met que c'est confirmé ou pas. Moi je vais sur Faune France, donc ils centralisent tous les résultats, et ensuite tu peux dégager une tendance générale au fur et à mesure des années finalement, qui te permet d'avoir, on va dire, plutôt bonne représentation de la présence de ton oiseau, au sein du pays. Mais je sais pas du tout pour ces quelques valeurs un peu étranges. Très présent en Corse aussi, j'ai oublié de le préciser, mais très présent en Corse aussi le cincle. Et plutôt dans l'intérieur des terres corses, on le trouve assez peu. On le trouve assez peu près de la mer. Donc, ce qui paraît logique, hein, finalement, puisque c'est un habitat, des montagnes corses qui pourrait très très bien lui convenir. Tiens, d'ailleurs, en Ouais, parlant tout à fait. d'habitat, qu'est-ce que toi t'avais comme habitat du cincle de ton côté? Bah là où on le voyait le plus, c'était clairement là où il y avait une plus petite profondeur du cours d'eau. Je dirais, je sais pas, une cinquantaine de centimètres de profondeur max. Hmm. Où c'était vraiment peu profond, rocailleux avec des galets et des blocs. Et où il y avait une vitesse d'eau assez importante. Et il venait se percher sur les petits cailloux. Et on a pu voir des petits comportements de pêche ou de chasse de loin. Et il était clairement là le plus souvent. Il allait ici, et il faisait des allers-retours avec aussi le barrage. Parce qu'il y avait un barrage. Hmm. Il y avait un barrage puis un cours d'eau qui suivait ensuite le barrage. Et il faisait des allers-retours entre le barrage et cette zone-là qui était plusieurs centaines de mètres en aval. Quelle vitesse à peu près pour le cours d'eau? Alors là, je me souviens plus des résultats de nos mesures. Il faudrait que j'aille refouiller dans notre compte-rendu pour te redire ça. Il a une grande préférence pour notamment les 3 groupes trichoptères, plécoptères et éphémères. Ouais, on l'avait. C'est les 3 qui préfèrent très nettement, et c'est des larves qui ont besoin d'une eau courante, rapide, très propre, très claire, rocailleuse, parce que c'est des larves qui vivent sous les rochers, et très oxygénées aussi, donc ça correspond totalement. Est-ce que tu l'as vu marcher dans l'eau? On l'a vu de loin, donc non, pas réellement. En fait, il se perchait sur un petit rocher, un petit caillou. Il sautait dans l'eau et on le voyait ressortir 5 à 10 secondes après, Ouais, environ. c'est ça dépasse très rarement 10 secondes, le fait que les plongées soient... Les plongées sont très rapides. J'avais quand même noté de mon côté des chercheurs qui ont observé des cinqles plonger jusqu'à 30 secondes dans l'eau avant de remonter à la surface. Ouais, mais qui reste des cas sporadiques apparemment. Ouais, qui quand même. reste des cas très sporadiques. D'ailleurs, j'avais noté quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en moyenne, le cincle réalise 11 plongées par minute. Ah, quand même, nous on le voyait pas plonger autant que ça, clairement pas. Parce que les plongées sont très courtes. Alors après, je pense que ça doit être un maximal. Ça doit être un maximal. Comme les plongées sont très courtes, à mon avis, il doit revenir en fait sur son caillou et repartir ensuite dans l'eau. On vous mettra évidemment des vidéos de ce genre de pêche là, qui sont assez comment dire, originales. C'est pour ça aussi que le cincle est un oiseau très cool. C'est parce qu'il a une particularité que personne chez les oiseaux n'a. C'est qu'il a les os pleins. Notre cher ami le cincle. Ces os lui servent de ballast, hein, et c'est grâce à ça justement qu'il peut entre guillemets marcher sous l'eau.
par rapport aux autres oiseaux qui eux ont les os creux. Bah tiens, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les os creux chez les oiseaux, mon cher? Bah, ma foi, pour resituer, c'est un caractère qui est partagé par une très très grande partie de la faune aviaire. C'est des trous, des creux dans les os qui permettent d'alléger le poids total de l'animal. Et c'est un des facteurs qui fait que c'est des animaux qui peuvent voler d'ailleurs. Parce que si les os étaient pleins, comme pour nous, alors après le cincle, lui évidemment, pour faire une petite parenthèse, on parle d'os pleins, mais ça, ostéologiquement parlant, ça va pas être complètement comparable non plus à des os d'autres vertébrés comme des mammifères ou évidemment après c'est pour grossir le trait. Mais il y a quand même une... Oui, tu voulais dire. J'aurais bien voulu en savoir plus sur justement ces os pleins. C'est pour ça que je me suis tâté à chercher des études scientifiques pour expliquer le pourquoi du comment ça fonctionne et j'ai rien trouvé. Moi non plus, ça m'a j'ai tapé un peu énervé. Pareil. J'ai tapé même Synclus ostéologie, tu tapes sur Google Scholar, il n'y a absolument aucune littérature. Donc voilà, si vous êtes un chercheur français, que vous écoutez le courrier de la Sterne, réalisez une étude s'il vous plaît sur le pourquoi et surtout le comment le cincle a les os pleins, ce serait très cool de votre part. Mais ça ouais, nous intéresserait beaucoup. C'est une particularité qu'il est quasiment le seul à avoir, parce que tous les membres de sa famille l'ont. Mais c'est une particularité qui est, à ma connaissance, pas documentée, quoi. Donc, effectivement, quand tu dis les os pleins, les gens s'imaginent, ah ouais, bah tiens, en fait, on a mis plein de trucs dans l'os par rapport aux autres. Mais pareil, quand tu vois les os creux, les gens s'imaginent juste un tube creux à l'intérieur, tu vois. Non, alors bien sûr que non, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Comme des trous, des creux dans un gruyère plus ou moins. Ça va être des trous éparpillés les uns des autres, reliés par des espèces de microstructures en os qui soutiennent, comme des espèces, d'échafaudage, si on veut vulgariser très très fort. Et ce qui fait qu'en fait l'os, même s'il est très creux, en fait il reste très très résistant. Parce qu'évidemment, quand on voit des animaux bouger aussi vite, voler, ça les expose à des chutes ou à ce genre de choses. Il faudrait pas que l'os se pète au moindre choc, ce serait assez contre-productif quand même. Surtout dans les courants où la vitesse de l'eau peut être très élevée, tu vois, c'est quelque chose qui totalement. Quelque chose qui peut effectivement être problématique. Après, généralement, les os chez les oiseaux, voilà, c'est plutôt solide, hein. Y a des fusions un peu de partout, c'est des squelettes, ma foi, voilà, faut y aller quand même pour pouvoir les briser, quoi. Faut quand même y aller, ouais. C'est d'ailleurs pour ça, par ces fusions, que par exemple, vous pouvez pas croiser un oiseau tétraplégique, quoi. Ce qui est assez insane quand on y pense. C'est quand même compliqué. Ce qui est assez insane quand on y pense. Et même s'il existait des oiseaux tétraplégiques, je pense pas que la nature laisserait vivre ça assez longtemps pour la transmission des gènes. C'est vrai. Il se ferait becter assez rapidement, je pense. Transmission des gènes de la tétraplégie chez l'oiseau. Ah là là là. Nidification. Nidification, j'ai appris que l'oiseau peut être polygyne. Donc c'est-à-dire qu'il peut avoir jusqu'à 3 femelles différentes. Donc ça c'est le mâle évidemment. Et j'ai appris également, et j'ai été assez surpris de voir ça, que les rivaux pouvaient se tracter dans l'eau et parfois se noyer. Alors ça, autant la première partie je savais, mais alors ça, pas du tout. Où est-ce que tu as appris ça c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Le comportement des oiseaux d'Europe, qui est un livre formidable que je vous invite à lire. Je vous mettrai une petite image sur le podcast. Donc dans ce livre, ils expliquaient effectivement que des oiseaux rivaux peuvent s'entraîner dans l'eau, et si évidemment ils remontent pas au bout d'un certain temps, ils finissent par mourir noyés, quoi. Tout simplement. Oui, c'est évident. Lorsque les pontes sont très importantes, les mâles sont déficitaires. En fait, c'est un peu bizarre à expliquer parce que je pense pas très bien. En fait, le déficit de mâle, il est pas dans l'acte de reproduction lui-même, il est dans la ponte des œufs. C'est-à-dire que lorsque le cincle pond 6 œufs, je crois que c'est son maximum. Il y a une étude qui a déterminé qu'il y avait à peu près 27% de chances d'avoir un mâle. Lorsqu'il y a une ponte de 5 œufs, il y a le pourcentage
quasiment double. Il passe à 47%. Pourquoi, je sais pas. C'est quand même particulier. C'est incroyable. Je pense d'ailleurs que le cincle doit posséder l'un des plus gros ratios d'envol. 80% environ des oiseaux parviennent à l'âge adulte. Ah, quand même, c'est assez massif. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc ouais, d'autres choses que j'avais trouvées. Vous aviez vu des oiseaux, comment dire? Vous avez vu des jeunes se faire nourrir, assister à des béquets ou autres? Non, je pense pas. On avait des jeunes. Ouais. Il y avait un nid, ouais. Il y avait des jeunes qui se baladaient et qui plongeaient dans l'eau et qui d'ailleurs plongeaient pas très très bien parce que ils avaient du mal à remonter après. Heureusement que les parents étaient là pour encadrer un peu le tout. Mais on avait des jeunes. Mais j'ai pas personnellement assisté à des comportements de nourrissage, non. Faut dire qu'on n'était malheureusement pas tout le temps sur le terrain pour pouvoir observer cette magnifique créature. Donc j'aurais bien aimé. Ni construit par les deux sexes, structure globulaire, 30 à 45 cm de diamètre, parfois moins. C'est fait principalement de mousse, c'est tapissé de feuilles sèches. C'est dans une fissure de rocher ou sur le rebord d'une falaise, même sous un pont, et parfois même derrière une chute d'eau. Rarement dans un arbre. Ça peut être, ça je ne savais pas que le cincle pouvait parfois nicher dans un arbre. Et son territoire est généralement compris entre 400 et 500 mètres de distance, parfois beaucoup plus long, puisqu'on peut aller sur certains hectares, on peut aller jusqu'à 3-4 hectares de territoire pour les individus. Donc, ouais, nous il avait plus de 400-500 mètres, il me semble. Alors justement, autre étude sur laquelle je suis tombé, puisqu'on parlait de l'acidité de l'eau tout à l'heure. Apparemment les territoires sont plus longs lorsque l'acidité de l'eau est plus importante. Bah, c'est pas vraiment étonnant parce que si l'acidité est plus importante, il y aura probablement moins de proies au mètre carré et donc il y aura besoin de plus de territoire pour se nourrir décemment. C'est exactement ce qui était résumé dans l'étude que j'avais lue. Voilà ce qu'on pouvez dire à ce niveau-là, au niveau de la nidification. Au niveau du cincle aussi, moi j'étais tombé sur un papier qui étudiait sa répartition par rapport au barrage dans le parc national naturel du Morvan. C'est en Bourgogne, je sais pas si certains auditeurs vont connaître. Mais du coup, dans le Morvan, on le trouvait beaucoup plus souvent, très à proximité des barrages, et il fréquentait en termes de temps le plus l'amont du barrage plutôt que l'aval. Ah ouais. Ce qui était quand même extrêmement particulier parce que on le voit plus là où il y a des chutes d'eau, ça semble être plus l'habitat qui est adapté, et pourtant c'était là où il y avait le plus de contact avec l'espèce. C'est fou ça. Alors au niveau de la conclusion, comme il me semble pas que l'étude était faite directement là-dessus, parce qu'en fait c'était un état des lieux du cincle dans le Morvan, donc ils n'ont pas conclu sur ce fait là en particulier, et on peut que supputer sur qu'est-ce qui est impliqué là-dedans. Est-ce que il passe peu de temps à aller à la chasse et il reste plutôt pour se reposer au niveau du barrage en amont? Est-ce qu'il gardait des nids? Aucune idée, aucune conclusion, on ne sait pas. Incroyable, j'espère qu'il y aura... Mais il y a plein d'études sur le cingle à faire, vraiment. C'est un oiseau qu'on connaît très très peu, alors que pourtant il est assez original quand on y pense, mine de rien. Tout à fait, et puis même d'ailleurs phylogénétiquement parlant, pour parler un peu de taxonomie, de parenté entre les espèces, il fait partie de sa propre famille. Il y a que, on avait dit 7 espèces, il me semble. 5 espèces de cincles. 5 espèces de cincles. Après, je peux t'en faire 2 gratuites, mais je suis pas sûr que ce soit scientifiquement correct. Non, je pense pas non plus. 5 espèces de cincles rassemblées toutes dans le même genre, qui sont elles-mêmes toutes rassemblées dans leur propre famille à eux. Et on sait pas trop quelles sont les familles qui leur sont les plus proches. Autrefois, on les mettait dans une sous-famille qui était proche des muscipidés, donc ça va être notamment le rouge-gorge, le gorge-bleu, le rossignol, les gobe-mouches,
les moucherolles, tout ça, ça va faire partie des muscipidés. Eh ben en fait, pas du tout. On les a ensuite rassemblés, peut-être plus avec les troglodytes, parce qu'on s'est dit ça ressemble au niveau du bec, de la forme de l'animal. En fait, pas du tout non plus. Apparemment, ils seraient proches un peu des turdidés et des mimidés, donc les grives-merles et les moqueurs. Donc, moqueurs, c'est des oiseaux qu'on va trouver plus dans les Amériques. Et c'est ce qu'on suppose, mais on n'a aucune certitude en fait sur leur appartenance au niveau de l'arbre. Donc, même en termes de présence parmi les autres familles d'oiseaux, ben on n'a pas d'informations définitives. Même là-dessus. Ce qui est pourtant un domaine assez étudié. Pour un petit peu appuyer tes dires, le nom italien du cincle plongeur, c'est Merlo aquaiolo. Alors je ne sais pas du tout si je prononce bien correctement, j'espère que oui. En espagnol c'est Mirlo aquatico europeo, voilà. Et en portugais c'est Melro de agua eurasiatico. Eurasiatico, oui c'est ça. Donc oui, on retrouve cette idée de merle entre guillemets que l'on a comment dire présente dans la grande majorité des noms quoi. Mais c'est vrai que oui, il ressemble un peu à un merle avec sa comment dire sa forme un petit peu élancée. C'est un croisement entre un merle et un troglodyte. Le troglodyte pour la petite queue à l'arrière. Pour compléter tes dires, en allemand, il me semble, c'est Wässeramsel, quelque chose comme ça. Je vais me mettre tous les germanophones à dos. Mais les Wässeramsel et le merle noir, c'est juste Amsel. Donc c'est littéralement Wässeramsel, c'est merle d'eau, aussi en allemand. Ouais, non, c'est assez marrant. C'est assez marrant de voir que pour une fois les gens sont plutôt d'accord et puis les Anglais disent Deeper. Et nous on dit cincle. Et nous on dit cincle. Bah tiens, on peut vraiment pas se mettre d'accord. En parlant de particularité, je crois que c'est l'oiseau national de la Finlande, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et ce depuis 1954, apparemment. Et il y a quelques mythes et légendes qui circulent, mythologie nordique notamment, mythologie japonaise aussi, avec le cincle de Pallas. Et il y a une histoire qui s'appelle l'histoire de Sikap Kamui. Sikap Kamui, c'est qui ? C'est le dieu des hiboux et de la terre, qui ressemblerait à une chouette de l'Oural, et qui avait pour mission de surveiller la relation entre les humains et les dieux. Un jour, la famine a frappé le pays et il fut demandé à un premier messager de transmettre un message aux dieux. Et le message choisi fut un corbeau. Le messager, fut un corbeau. Donc, Sikap transmet son message. Le problème, c'est que le message dure très 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 longtemps, genre 3 jours. Et au bout du 3e jour, le corbeau finit par s'endormir. Et la chouette, évidemment, devant, on va dire, se décide de réserver un sort totalement justifié au corbeau, à savoir le manger. Ensuite, on a un deuxième messager qui est un jet. Alors je pense que c'est un jet des montagnes, vu la position géographique du mythe. Un jet donc qui lui doit également apporter le message. Malheureusement le message dure trop longtemps, donc au bout du 4e jour il s'endort, donc au bout du 4e jour il se fait manger. Et il y a un 3e messager qui est appelé, c'est notre fameux cincle. Le message lui est dicté, il reste 6 jours éveillé pour ensuite s'envoler dans les cieux, le transmettre aux dieux qu'on appelle au Japon les kami. Les kami n'étaient pas spécialement contents de voir que les hommes ne croyaient plus trop en eux, donc Sikap Kamui, qui est un petit peu l'interface entre les dieux et les hommes, est allé voir les humains et leur a enseigné on va dire l'accomplissement de certains rituels pour que les hommes croient à nouveau aux dieux.
Et donc la famine a cessé par la suite. Et c'est ainsi que les Ainu, qui est une petite tribu, qui je crois vient de l'île d'Hokkaido, mais c'est une ancienne tribu, c'est une tribu autochtone, se mirent à considérer donc les corvidés, donc le corbeau Hondo pour le coup et le jet des montagnes, comme des oiseaux de mauvais augure, alors que le cincle lui était considéré comme un oiseau portant chance. Intéressante comme histoire. Ouais, effectivement. En vrai qu'il a clairement impacté la culture populaire. C'est fou. Bah pas tellement, hein, parce qu'on parle pas spécialement du cincle en tant qu'oiseau oiseau remarquable. La culture populaire, le folklore, j'aurais dû dire. Mais même le folklore, hein, j'ai envie de te dire. Le folklore, mis à part ce mythe-là, et puis quelques petites histoires dans la mythologie nordique, le cincle est pas spécialement représenté non plus par rapport à d'autres oiseaux, quoi. C'est un oiseau très discret, le cincle, finalement. C'est un peu la conclusion de cet épisode, c'est que le cincle, c'est un oiseau tellement discret que pas grand monde semble malheureusement s'y intéresser, alors qu'il y a des super trucs à découvrir chez lui, quoi. Ouais, il y a toute une réserve de sujets, d'études possibles. Et il manque plus que des gens pour les réaliser maintenant. Et puis avec les menaces qui pèsent sur son environnement, l'étude du cincle peut être extrêmement intéressante pour savoir si on a des lieux, des cours d'eau, des rivières ou autres qui se portent plus ou moins en bonne santé, quoi. Donc c'est un oiseau assez intéressant qu'on espère vous avoir fait découvrir un petit peu plus dans cet épisode un petit peu spécial du Courrier de la Sterne. Bah tout à fait. On espère en tout cas que ça vous aura plu. Exactement, on espère que ça vous a plu. Dès la semaine prochaine, on reprend notre format habituel du Courrier de la Sterne en vous racontant nos meilleures anecdotes. Et d'ici là, on vous souhaite de passer une agréable semaine et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. À bientôt tout le monde.